Je croyais que les gens qui travaillaient étaient plus équilibrés que les autres. Ou au moins qu'ils faisaient semblant. Même s'ils font un travail merdique. Même s'ils ne gagnent pas de blé. J'ai entendu une formule récemment. C'était... Attendez... L'homme de la rue. Moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être l'homme de la rue. J'ai envie de m'enfermer. Il faut toujours donner raison aux autres. Alors, ça me plaît assez que cette fille se conduise comme ça. Se bourre la gueule. Téléphone au milieu de la nuit. Parce que si les gens qui travaillent, l'homme de la rue, se mettent à flipper eux aussi, pour employer un mot d'une saison et de 200 personnes, il risque de se passer des choses intéressantes. Parce que je commençais à en avoir marre que tous ces gens se sentent si bien, avec leurs voitures, leurs vacances, leur famille. Avant, je pensais, mais pourquoi continuent-ils à travailler? Pourquoi ne font-ils pas leur baluchon? Pourquoi ne partent-ils pas pour ailleurs, nulle part? Une fois, je me suis endormi sur l'autoroute, entre Marseille et Lyon. Ces lignes qui défilent. Je me suis endormi quelques instants. Et je me suis réveillé parce que ma voiture a heurté le truc du côté gauche qui sépare les deux sens. Je me suis accroché au volant, désespérément, essayant de garder les yeux ouverts, et j'ai vu. Ce n'était pas une idée, un mirage. J'ai vraiment vu. Comme si on pouvait voir le même endroit, il y a 1000 ans, ou dans 1000 ans. Cette piste de bitume, de goudron, complètement lézardée, fissurée, envahie par les herbes, comme les vestiges d'une civilisation antique. Inutile, délabrée. Le Parthénon, les pyramides, l'autoroute, les usines, tout était pareil. Et sur cette piste, des hommes, des femmes, des vagabonds, un sac au bout d'un bâton sur l'épaule, marchant, comme à la fin des films de Charlot. Et pas pour aller quelque part. C'était fini. Ils allaient. Et je me suis dit qu'il n'y en avait plus pour longtemps. Que bientôt, ça en serait fini de tout ça. Des HLM, des autos, des cinémas. Peut-être quelqu'un de très vieux, l'ancêtre, se souviendrait encore. Et expliquera aux jeunes qu'il y avait des cinémas. Que c'était des images qui bougeaient, qui parlaient. Et les jeunes ne comprendront pas. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh, nom de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Je m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, troll, c'est bien. Oh, ton cul. C'est mon génie. Ah, je crois qu'il est l'heure du prédicateur du petit matin. Au rayon de soleil. Ah, il a déjà commencé. Surtout si votre corps n'y est pas encore habitué. Notre siècle, mes amis, est un siècle de paresse. Et la plupart des gens ont une occupation sédentaire. Ils ne s'exercent pas suffisamment. Je dirais même qu'ils ne marchent pas assez.
En cette ère où les machines fonctionnent sous la simple pression de moutons, des millions de gens deviennent de plus en plus paresseux. Il manque d'exercice, mental et physique. À titre d'exemple, prenez la peine de contempler ceux qui composent une foule. Observez les tailles et les formes différentes. Il y en a qui sont horriblement gras, d'autres sont affligés d'un gros ventre peut-être. D'autres encore sont extrêmement maigres. Mais le pire, c'est l'état mental de chaque individu, je dirais de l'individu moyen. En somme, l'humanité dégénère graduellement, bien que ses connaissances scientifiques augmentent de jour en jour. À ce propos, mes amis, notre revue mensuelle intitulée « La pure vérité » vous aidera à mieux comprendre la façon de mieux connaître et de mieux suivre la voie qui vous mènera au but désiré et qui vous permettra d'avoir tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Notre revue est unique en son genre, car elle vous révélera sans embâge, sans parti pris, sans opinion préconçue, la vérité en toutes choses. C'est pour cette raison du reste qu'elle a pour titre « La pure vérité ». Si vous voulez recevoir gratuitement les publications annoncées, écrivez-nous sans tarder à l'adresse suivante: Le Monde, Avenir, Europe, 1, boîte postale 150, Paris 8e, France. Alors, mes amis, c'est Libre Appartient qui vous parle et vous dit au revoir et à bientôt. Je l'écoute souvent le matin, quand je ne dors pas, depuis longtemps. Il ne s'écarte pas d'un pouce de sa ligne. Son débit est parfaitement égal. Depuis des années, il termine de la même façon. Alors, mes amis, c'est Dipar Appartient qui vous parle et vous dit au revoir et à bientôt. Je ne sais pas s'il est grand ou petit, gros ou maigre, chauve ou barbu. Il n'est qu'une voix. Comme l'homme du 18 juin. Pendant 4 ans, il n'était qu'une voix. Si on allait prendre un petit déjeuner au Mailleux, c'est un bistrot du boulevard Saint-Michel qui ouvre à 5h25. À cette heure-là, on y voit des gens formidables. Des gens qui parlent comme des livres, comme des dictionnaires. En prononçant un mot, c'est la définition de ce mot qu'ils donnent. Rien à voir avec le jargon, le langage chiffré du Nouvel Observateur ou du Monde. Je me souviens d'un arabe qui disait, en prononçant chaque syllabe, « Il paraît que les femmes noires font l'amour de façon extraordinaire. Quand l'homme introduit son organe sexuel dans le vagin de la femme, il paraît qu'il y fait une chaleur de fournaise. C'est un administrateur des colonies qui me l'a dit. J'aimerais pouvoir parler comme ça. J'y arrive peut-être un peu, mais j'aimerais y arriver complètement. Tout d'un coup, au milieu d'une conversation avec des gens, dire « Il paraît que les femmes noires font l'amour de façon extraordinaire. Quand l'homme introduit son organe sexuel dans le vagin de la femme, il paraît qu'il y fait une chaleur de fournaise. C'est un administrateur des colonies qui me l'a dit. Parler avec les mots des autres. Voilà ce que je voudrais. Ça doit être ça, la liberté. » Bonjour, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B qui vous propose cette semaine une émission un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une captation d'un rendez-vous organisé par mes soins au Cinéma Arvor, un rendez-vous s'intitulant « De l'écran à la page » et consacré à la mise en lumière d'écrivains de cinéma. Pour cette nouvelle édition de ce rendez-vous, après Jean-Baptiste Torel, l'équipe de la revue Apache, Melvin Z pour son bouquin sur Mad Max, et en attendant la venue prochaine de Thierry Jousse pour son dictionnaire enchanté de la musique au cinéma, nous recevons Arnaud Duprat qui co-signe, qui co-dirige avec Vincent Lovy, un petit livre consacré à la maman et la putain de Jean Eustache intitulé « La maman et la putain, politique de l'intime ». Bonne écoute. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Aller au cinéma? Il y a quelque chose à voir? Je ne sais pas, je regarde. Vous voulez voir La classe ouvrière va au paradis? La classe ouvrière va au paradis d'Elio Prétry, film essentiellement politique qui, tout en dénonçant les servitudes de la condition ouvrière, s'efforce de définir une nouvelle conception des rapports humains. Ni tract, ni reportage, ni exercice de rhétorique. Ce film est un vrai film. C'est-à-dire une œuvre élaborée, composée, rythmée, qui nous fait puissamment ressentir les obsessions et les contradictions du personnage principal.
son âpreté au gain, puis cette impression qu'il éprouve que son cerveau s'évade, qu'il perd sa conscience d'homme, la confusion de ses idées, ses poussées de fureur, de démence. Ça se fait en intérieur. On préfère encore regarder la télé. On peut faire... Au moins Bellemare et Guilux portent leur connerie sur leur visage. C'est plus... Oui, enfin c'est plus souvent à l'intérieur, dirons-nous. Bon, bienvenue à tous et merci d'être présents et merci à Arnaud Duprat qui nous fait le plaisir de venir au cinéma Hervor là pour faire pour qu'on causait de La Maman et la Putain qu'on projette tout à l'heure à 19h15. Arnaud Duprat, donc tu es maître de conférence à Rennes 2 ouais. Et tu es spécialiste du cinéma espagnol et latino-américain. Mais pas que, parce que tu es donc du coup ici en tant que co-auteur. Enfin, tu as participé tu as co-dirigé ce livre, ouais. La Maman et la Putain de Jean Eustache, politique de l'intime, avec Vincent Lowy, c'est comme ça qu'on dit ? Lowy. Vincent Lowy. Donc c'est un livre qui compile plusieurs articles sur des thématiques diverses, qui lève en tout cas, on va dire assez brillamment. Moi j'ai trouvé le mystère un peu sur un peu la force esthétique, moi, que je trouve un peu inouïe de La Maman et la Putain, et un peu les différents paradoxes qui l'animent et tout, et qui, à travers plusieurs thématiques, sur lesquelles on reviendra peut-être, des thématiques esthétiques évidemment, mais des thématiques aussi politiques, ou plus liées à la question aussi du genre, qui sont effectivement en ce moment très, très, très actuelles, mais que le film, en tout cas sur lequel le film repose beaucoup, avec plein de contradictions et une vraie richesse, j'ai l'impression. Bon, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, en tout cas de parler vraiment de La Maman et la Putain en tant que telle, on sait que voilà, La Maman et la Putain est ressorti en salle, je crois que c'en était juste avant l'été. Il est passé à Rennes au Ciné TNB. On est très content de pouvoir faire une séance unique à l'Arvor. Je voudrais que tu reviennes un petit peu sur pourquoi c'était un événement, du coup, cette réédition de La Maman et la Putain. C'était un événement parce qu'en fait c'est un film qui a été écrit en 71, tourné en 72, sorti en 73. Présenté à Cannes avec le Grand Prix du jury, donc avec une reconnaissance tout de suite dès sa sortie, et qui a connu un succès, on va dire, d'estime lors de sa sortie en 73, et qui après a disparu est devenu beaucoup moins accessible, surtout si on tient compte du statut justement du film, puisqu'il a été considéré assez rapidement comme un très grand film, voire même un chef-d'œuvre. Il faut rappeler que Eustache s'est donné la mort en 81, et que après, par la suite, là où on aurait pu attendre une distribution, disons assez importante en VHS, DVD, etc., le film a été en grande partie bloqué. C'est-à-dire qu'il a connu très peu de diffusion à la télé. De mémoire, je crois qu'il a été diffusé une fois dans les années 80 sur Antenne 2, après sur Canal+ en 97, et puis après 2 fois dans les années 2000 sur Arte. Et puis il a connu une édition VHS en Grande-Bretagne, une aux États-Unis. Un DVD aussi au Japon dans les années 2000, mais en France, rien. Voilà, pour des raisons personnelles qui appartiennent aux ayants droit du film, et voilà. Mais en même temps, le film, il était quand même, il a jamais été totalement oublié. Il était visible sur YouTube de manière totalement gratuite, dans une version qui était assez dégueu, assez voilà, qui ne rendait pas du tout justice au travail de Pierre Lhomme pour la photographie, ni idem pour le son. Enfin, c'était vraiment une... Bon, je pense que la version que j'ai vue sur YouTube, j'avais l'impression que c'était une numérisation d'une copie VHS des années 90. Donc voilà, il était visible et en même temps invisible. Donc du coup, la reprise du film en salle, dans une version restaurée, forcément c'était un événement, puisque c'est un film qui a été classé comme dans les listes. Ouais. Oui, voilà, il y a Les Inrecuptibles, il y a aussi Time Out qui ont proposé des classements des plus grands films français. Alors bon, ces histoires de classement, on sait toujours ce que ça vaut, mais bon, en même temps, il a été classé premier pour l'un, deuxième pour l'autre. Donc c'était un film qui était un film culte, et en même temps un film qui
en même temps qui a dû ça a dû nourrir aussi ce statut de film culte, le fait qu'il soit rare. Ouais. Donc voilà, la seule, disons, ce qui est un peu triste, c'est que Pierre Lhomme, donc le chef opérateur du film, n'a pas pu assurer la restauration du film, comme il l'a fait pour d'autres films, notamment les films qu'il a fait avec Jean-Paul Rapneau. Là, il avait pu faire. Avec Melville, je crois aussi. Il a été restauré sans lui, donc ça, c'est venu un peu tard. Oui, comme tu disais, moi je sais que j'ai découvert le film par ce billet-là, en le piratant, tout simplement. Même pas sur YouTube, il y avait des copies qui sont exactement les mêmes qui se retrouvaient sur YouTube, de RIP de VHS. Et j'ai l'impression que oui, c'est marrant parce que tous les événements que tu sortais qui sont très particulier, diffusion sur Canal+, diffusion sur Antenne 2. En fait, quand on discute souvent avec des admirateurs de La Maman la Putain, ils se rappellent spécifiquement la diffusion, la date, la case, que je crois que c'était le ciné-club de Boukrieff, Nicolas Boukrieff, qui est devenu cinéaste, qui l'avait passé, La Maman la Putain, dans son ciné de quartier, enfin je sais plus comment elle s'appelait cette case-là sur Canal+, qui donnait carte blanche à Boukrieff. Il se rappelle de ces moments-là comme des moments très marquants. Et par rapport à ce film-là, moi je me demande toujours si la Maman la Putain, en fait il y a quelque chose qui m'interroge, c'est que c'est effectivement un film, moi, qui me paraît être d'une certaine manière une sorte de parangon du cinéma français, d'une certaine idée qu'on pourrait s'en faire, c'est-à-dire un marivaudage très parisien en particulier, mais Saint-Germain-des-Prés en particulier, très bavard, des intrigues amoureuses dans des chambres de bonne et tout ça. On est vraiment dans quelque chose de quelqu'un qui, par exemple, voudrait un peu se moquer du cinéma français, se dirait le cinéma français, voilà, des gens bien instruits qui ont des longues tirades amoureuses dans des chambres de bonne et ne se posant pas de problèmes sociaux, enfin bon, bref. Et on est un peu dans le parangon de ça, vraiment, quoi. Et ceci dit, quand on voit le film, on se dit c'est à la fois ça, effectivement, mais c'est aussi complètement différent. Donc moi, en fait, je me demandais si dans la place de ce film-là dans le cinéma français, si à la fois c'était un film, on va dire, à la fois récapitulatif, on va dire terminal de quelque chose qui aurait été inventé à la Nouvelle Vague, ou un film séminal qui aurait lancé pas mal de choses par ailleurs, ou est-ce que ça serait vraiment une sorte d'astre solitaire, un peu unique en son genre, qui finalement n'aurait pas eu trop de descendance? Je sais pas ce que toi tu dirais là-dessus. C'est un peu compliqué en fait. Oui, effectivement, c'est-à-dire que quand on a une vision un peu superficielle du film, ou la vision, enfin le souvenir d'une vision ancienne, effectivement on peut penser à une vision quasiment caricaturale de ce qu'a pu donner la Nouvelle Vague dans certaines conséquences un peu négatives. C'est-à-dire des gens qui parlent tout le temps, dans un appartement, etc. Très centrés sur leurs petits problèmes sentimentaux. En même temps, alors certes, quand on voit le film, on pense à la Nouvelle Vague parce qu'il y a Jean-Pierre Léaud, il y a Bernadette Lafont, il y a le noir et blanc qui déjà en 72 n'était plus majoritaire. Il y a tout ça. Et la dimension politique, la dimension très centrée sur soi, etc. En même temps, c'est un film qui vient vraiment après 68. On sent vraiment, je pense, il y a une manière de parler de sexualité, de liberté sexuelle, etc., qui est peut-être encore plus directe et un peu plus frontal que dans les films de la Nouvelle Vague. Particulièrement ceux de Truffaut et de Godard, Voilà. Bon, là, il y a des scènes, ils sont à trois dans le lit, elle parle de son tampax, etc. Donc il y a vraiment des choses qui sont beaucoup plus crues que dans les films 10 ans avant de la Nouvelle Vague. Donc voilà, il y a vraiment cette influence. On sent vraiment que c'est un film qui vient après 68, mais en même temps, c'est pas un film libertaire dans le sens où, au-delà de la scène à trois dans le lit, etc., c'est un film qui déjà met en scène les conséquences négatives de cette liberté sexuelle, etc. Donc il y a un discours qui est finalement à la fin, sans dévoiler la fin du film, il y a un discours de la part de l'héroïne à la fin qui est finalement très conservateur par rapport à cette liberté-là.
Donc voilà, c'est vraiment un film charnière par rapport à ça. Ça vient après 68 et c'est vraiment le début de, disons, d'un retour plus, disons, presque dépressif par rapport à la déception des libertés et du bien-être promis par ces libertés. Ouais, c'est ça, oui. Le fameux côté qui pourrait presque paraître comme réactionnaire de certaines scènes de La Maman et la Putain. Mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est un film monde dans le sens où il comporte tout et son contraire, quoi. Et c'est vrai que sur ce côté-là, que tu as un peu dit là, sur la politique, c'est très vrai. C'est difficile de le catégoriser. Enfin, je pense que ce film-là, c'est l'horreur pour ceux qui pensent que le cinéma, ça doit véhiculer un message. En fait, là, pour le coup, on est dans une sorte de pluralité de messages qui se contredisent parfois, et à tel point même que j'ai l'impression que même au fur et à mesure des visionnages, on va pas avoir du tout la même lecture. Moi, je me rappelle quand j'avais vu La Maman et la Putain, d'avoir pris Alexandre comme une sorte de héros quelque part, par exemple, parce que justement pour cette figure un petit peu dandy, très littéraire, avec des tirades absolument brillantes, presque on pourrait dire des gens qui parlent de rien avec beaucoup de gravité, ou qui parlent avec de choses graves avec beaucoup au contraire de légèreté, mais ce truc là qu'on peut retrouver aussi dans un cinéma indépendant américain, même chez Tarantino ou chez d'autres, c'est ce goût pour le dialogue, et il paraissait être comme une sorte de héros vraiment libertaire, dandy. À la revision, je me suis dit, mais en fait, ce personnage est abject, quoi. En fait, et c'est lui qui, dans la dernière lecture que j'ai fait du film, je me dis, mais oui, en fait, c'est lui qui va se prendre une bonne leçon, qui va se faire dépouiller de son langage dans lequel il brille, mais dont il se sert un peu comme un masque pour établir un peu son pouvoir sur des femmes, en tout cas, deux femmes en particulier. Et donc, on a vraiment aussi cette dimension-là qui est très paradoxale. Mais je vais revenir un peu sur cette place dans le cinéma français. Moi, je suis venu à La Maman et la Putain à l'époque, quand je l'ai vu, moi je devais avoir 25 ans, et j'étais un peu en guerre contre le cinéma de la nouvelle vague, et Truffaut et Rohmer. Moi, c'était du cinéma qui m'intéressait pas trop, et par contre je vénérais, et je vénère toujours un cinéaste qui est Piala, qui a lui beaucoup daubé, pour le dire vite, sur les cinéastes de la nouvelle vague. Et moi, je m'étais débrouillé pour voir La Maman et la Putain, parce que je savais qu'il tenait ce film pour peut-être la version réussie de son film Nous ne vivons pas ensemble, qui traitait aussi de d'une crise de couple, quoi. Et je parle de ça parce que je me dis, il y a vraiment aussi cette contradiction-là dans le film, c'est qu'à la fois on est dans quelque chose qui, tu l'as dit, appartient un peu à la nouvelle vague, très littéraire, très le goût pour le dialogue, mais en même temps on trouve aussi la crudité qu'on trouve vraiment chez Piala, qui est plutôt un cinéma qui est extrêmement inverse. Ça, tu en parles aussi dans l'article que toi tu signes aussi dans le bouquin, sur le fameux monologue qui est l'aboutissement un peu de ça, sur une double esthétique qui pourrait être contraire et qui pourtant crée quelque chose, quoi. Oui, il y a une crudité, et en même temps il y a un côté très littéraire dans le scénario. C'est très écrit. Là, pour le coup, c'est pas du tout mai 68, c'est-à-dire que les personnages se vouvoient, chose qui interpelle un peu. On s'attendait plutôt à des personnages qui se diraient tu, etc. Donc vraiment, il y a ces deux aspects, effectivement, dans le dialogue, dans le scénario. Et qui dit, vraiment dans cette scène, le monologue là, dans l'émotion en tout cas qui sort du corps de Véronica, qui... Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, en fait, je sais pas qui n'a pas vu le film La Maman et la Putain. On a 3 personnes qui n'ont pas vu. Donc on va pas non plus déflorer des éléments de l'intrigue, mais en même temps, on ne pourra pas vous révéler le nom du meurtrier, on n'a pas. Mais ouais, il y a une scène la qualité d'interprétation de Françoise Lebrun, cette sorte d'épuisement du corps, c'est quelque chose qu'on retrouve pas trop dans le cinéma de la nouvelle vague. C'est vraiment quelque chose qui vient d'un cinéma beaucoup plus cru, qui serait plus pialatien, vraiment il y a cette chose là, quoi. Oui, il y a vraiment, déjà, il y a déjà le fait que la scène arrive à la fin c'est l'avant-dernière séquence du film. Le film a été tourné dans l'ordre chronologique, donc voilà, c'était la fin du tournage. Il y avait un épuisement en raison, évidemment, du tournage, en raison de la difficulté de la scène, et en raison aussi du fait que ça a été un tournage très difficile, en raison
selon les témoignages de la personnalité d'Eustache, en raison du sujet très personnel du film, qui faisait que il y avait une tension personnelle permanente. Tu peux peut-être revenir un petit peu là-dessus, justement, sur ce fameux rapport à l'autofiction du film. Alors c'est assez compliqué parce qu'en fait le film, alors Eustache a dit qu'il avait voulu tourner ce film parce qu'il s'était séparé d'une femme et il voulait parler donc de cette séparation-là. En fait, la femme en question, c'est l'actrice du film, c'est-à-dire Françoise Lebrun, avec laquelle il a vécu plusieurs années dans les années 60. Qui est représentée dans le film par le personnage de Gilberte, c'est-à-dire la femme dont se sépare ou dont vient de se séparer Alexandre au tout début du film. Sachant que Françoise Lebrun ne joue pas son personnage entre guillemets dans le film, mais elle joue un autre personnage. Et en fait, c'est à l'image de toute la distribution du film, en fait. C'est-à-dire que les acteurs ne jouent pas le personnage auquel ils renvoient dans la réalité. Concrètement, Françoise Lebrun joue le personnage de Véronica, qui est un personnage inspiré par la maîtresse actuelle d'Eustache au moment du tournage. Sachant aussi que l'autre personnage féminin, c'est-à-dire le personnage joué par Bernadette Lafont, qui est donc la compagne officielle, entre guillemets, du personnage de Jean-Pierre Léaud, qui lui, de manière assez évidente, renvoie à Eustache, serait un double fictif de Catherine Garnier, qui a travaillé notamment comme maquilleuse sur le tournage du film. C'est dans son appartement personnel qu'est tourné le film, donc avec laquelle Eustache était en couple avec elle à ce moment-là. Et en fait, le film raconte comment il la trompait avec une autre femme à ce moment-là. Quasiment direct, ouais. Voilà, ce qui a fait que ça a été très très compliqué et que ça s'est fini par un suicide pour Catherine Garnier à la fin du tournage. Donc voilà, c'était vraiment un tournage très 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 pervers en fait. C'était vraiment une mise en situation pour tout le monde qui était vraiment très compliquée. Parce que du coup, c'est aussi un film qui s'est fait dans l'urgence, je sais pas si c'est le terme, mais qui s'est fait très rapidement en fait, quoi. C'est quand il préparait mes petites amoureuses. Voilà. Et du coup, sur le moment où il vit cette histoire, il commence à noircir des pages d'un scénario, et en les présentant à plusieurs de ses proches, en fait, ses proches lui disent là, je pense que il faudrait que tu fasses ce film tout de suite, quoi, et ne pas plutôt te consacrer à ça. Donc, oui, c'était censé être son deuxième long métrage. Bon, finalement, c'est devenu le premier pour les raisons que tu viens de dire. Et oui, il y a eu une urgence. Bon, apparemment, ça a été tourné. Le film fait quasiment 4 heures. Il tournait de mémoire, c'était autour de 10 minutes utiles par jour, donc ce qui est beaucoup. Donc, et dans des conditions compliquées, puisque c'était pas en studio, c'était un vrai appartement avec toutes les difficultés au niveau de la lumière, des espaces qu'on ne peut pas modifier, etc. Donc voilà, il y avait cette difficulté-là en plus qui ajoutait à la tension de la situation. Et pour revenir sur un autre paradoxe du film, c'est reconnu en tout cas comme une sorte de parangon de cinéma moderne, en fait, La Maman et la Putain, ne serait-ce que par sa thématique. On sait que dans le cinéma moderne, il y a eu beaucoup, la question du couple était un peu centrale, l'impossibilité, et même dans son dispositif entre distanciation et au contraire. Et en même temps, ce qui est intéressant dans ce film, et qui va à l'encontre aussi de son rapport à la nouvelle vague, c'est sa grammaire qui est plutôt... au contraire, qui est très référencé à quelque chose de très classique. C'est qu'en gros, le film est vraiment très construit sur la figure la plus classique du cinéma, c'est le chant contre chant, qu'il utilise absolument brillamment. On n'est pas sur une série télé où c'est des chants contre chants un peu random et tout ça, c'est très savant. Mais ça reste une figure qui était un petit peu Oni en tout cas, qui n'était pas un signe de modernité. Au contraire, les enjeux pour les cinéastes, c'était un petit peu de quitter cette figure-là pour pouvoir changer un peu le vocabulaire. Lui, au contraire, Eustache, il a un rapport assez différent à ça. Il revient à quelque chose d'assez classique. Oui, Pierre Lhomme, qu'on a rencontré pour le livre, nous a raconté qu'il était fasciné par Bresson.
Et justement, Pierre Lhomme avait fait un film avec Bresson avant, donc c'était aussi ce qui intéressait Eustache chez Pierre Lhomme, c'était cette expérience avec Bresson. Et oui, il avait cette envie d'une mise en scène, d'un découpage très dépouillé, très rigoureux en même temps. Parce que comme tu l'as dit, évidemment c'est pas une série télé, c'est vraiment très travaillé, mais c'était la rigueur de déjà travailler dans des espaces, un vrai appartement, donc un découpage qui était déterminé par ça, avec toujours ou quasiment toujours la même focale, chose que Pierre Lhomme avait fait avec Bresson aussi, donc vraiment il y avait tout ce travail-là, qui renvoie effectivement à un cinéma qui n'était pas du tout, enfin il ne semblait pas très influencé par la nouvelle vague, mais beaucoup plus par des cinéastes antérieurs. Becker aussi, il était influencé par Becker. Et il y a même un rapport un petit peu au cinéma muet quelque part, ne serait-ce que par le noir, le Renoir évidemment, et ne serait-ce même dans le les plans sur Véronica en particulier, on est vraiment dans quelque chose qui presque fait penser à une expressivité même c'est peut-être dû à son maquillage qu'elle a et tout ça, mais on est dans des plans qui peuvent rappeler certains plans du cinéma muet quasi expressionniste, quoi. On est là-dedans. Tout à fait, et c'est vrai que c'est des références qui sont plutôt assez anciennes, et ça participe encore de cet objet, ce film un peu qui est toujours en train d'être dans des extrêmes, quoi, des extrêmes opposés, quoi. On est vraiment là-dedans. Je sais pas, peut-être qu'il y a des questions ou des thèmes sur lesquels vous voudriez revenir à propos du film. Oui, moi j'ai été interpellé par ce que plusieurs fois vous avez dit, il faut pas qu'on dévoile la fin du film. Et donc ma question c'est, faut-il ou non dévoiler les fins des films? Enfin, en quoi est-ce si terrible que ça de dévoiler la fin d'un film? Qu'est-ce qu'un film perd au juste quand on lui raconte sa fin? Moi, enfant, j'aimais bien des histoires, je connaissais leur fin, et ça n'empêchait que je prenais un plaisir à les écouter. Là, je sais pas, enfin ça dépend des films aussi. Et bon, après, c'est le plaisir de découvrir, de suivre une histoire, je pense. Là, c'est un homme partagé, tiraillé entre deux femmes. C'est bien de savoir, de ne pas savoir tout de suite vers laquelle il va aller, puisque évidemment, ce sont deux modèles féminins très opposés, comme le titre l'indique. Donc, je pense que là, pour ce film-là, c'est peut-être l'intérêt de la chose. Je sais pas, après je pense que c'est peut-être une interrogation plus générale, parce que moi-même je suis toujours un peu interpellé là-dessus, on s'éloigne un peu du sujet sur l'obsession contemporaine du spoiler, ça c'est quelque chose qui me fatigue terriblement, parce que je me dis on peut regarder un film d'Hitchcock 50 fois, on connaît très bien la fin, c'est parce que c'est extrêmement bien raconté qu'on va être encore saisi par non pas la surprise, mais juste la beauté de l'acte de raconter et tout ça. Et c'est vrai que moi je suis toujours assez sidéré, surtout sur internet, par ce truc de surtout pas raconter, mais je pense que ça c'est quelque chose qui vient des séries aussi, qui sont vachement basées sur le récit, pas trop sur la façon de raconter, et qui fonctionne aussi sur les surprises et tout, quoi. Donc on peut vous raconter la fin de La Maman la putain, du coup. Après la difficulté c'est que quand on raconte la fin d'un film, il y a toujours une part de compréhension, d'interprétation. Je pense que pour ce film-là, comme pour d'autres films, je pense que si on demande à tous les spectateurs d'un film de résumer le film, ça va pas donner lieu au même récit. Donc du coup, si moi je vous raconte la fin du film, je vais peut-être déterminer ou influencer la compréhension que vous allez en avoir, alors que sans le savoir, vous auriez peut-être compris les choses d'une autre manière, en fait. Oui, c'est très juste. Ouais. Mais après, ça dépend des films, effectivement. Quand vous voyez un film sur Marie-Antoinette, vous savez en principe comment ça va se terminer, donc ça dépend des films. Qu'avez-vous fait depuis cet après-midi? Je l'ai baisé ou me faire baiser, comme vous préférez. Je m'en doutais. Votre maquillage est défait. J'ai téléphoné à un ancien amant, un interne qui faisait une permanence en éclair. Vous le voulez fort ou léger? Fort. Je peux très bien relancer mes vieux amants quand j'en ai envie. Il y en a que je dérange beaucoup, surtout quand je tombe sur leur femme au téléphone. Mais je n'aime plus baiser avec lui. Je suis pas contente. Pourquoi l'avoir fait alors? Vous n'étiez pas obligé.
Vous m'avez énervé. J'avais envie de rester avec vous, je vous l'ai dit, j'ai insisté. Vous m'avez vachement humilié. En fait, je crois que j'ai fait tout ça uniquement contre vous. Vous aviez quelques heures à passer. Vous auriez pu les passer tranquillement chez vous, en regardant la télévision. Regardez la télévision. J'avais envie d'être baissée. J'avais envie d'une queue. C'est bien de s'endormir en sentant une queue même molle contre ses fesses. Mais vous êtes jaloux, ça vous ennuie? Je ne sais pas. Non, ça m'excite plutôt. Un sucre ou deux? Un sucre. Retour à la rencontre ayant lieu au cinéma Arvor autour du film La Maman et la Putain, et notre invité Arnaud Duprat revient à la remarque d'une personne du public à propos de notre accusation de perversité à l'encontre du film. Non, je parlais pas de perversité dans les rapports sexuels. Bon, déjà, il n'y a pas d'orgie dans le film. Enfin, quand ils sont à 3 dans le lit, ils sont pas. Enfin voilà, c'est un moment intime, mais ils couchent pas avec les deux en même temps. Mais non, c'était pas la perversité, c'était plutôt la perversité dans le sens. Bon, j'en ai parlé plutôt à propos du tournage, c'est-à-dire le fait de donner en spectacle à sa compagne actuelle la situation, ou de la montrer dans le rôle de la femme cocufiée entre guillemets. Bon, là je pense plus, je faisais plus référence à ça. Après, de toute façon, ça a choqué dans les années 70 quand le film est sorti. Ne serait-ce qu'un film intitulé La Maman et la Putain dans la presse, ça posait problème. Il y a même des journalistes qui, à la télé, rebaptisaient le film La Maman et la Prostituée. Et puis bon, voilà, les histoires de Tampax, les histoires qui sont à 3 dans le lit, bon, tout ça a pu choquer à Cannes. Aujourd'hui, je pense que ça va choquer personne. Enfin, je pense que si le film interpelle aujourd'hui, c'est pas du tout à ce niveau-là. Non. Mais par contre, je pense qu'on a dépassé le stade, effectivement. Mais ceci dit, après, on en a un peu parlé, mais je pense que sur des questions en ce moment qui sont vraiment très importantes et très saisies dans l'espace culturel et tout ça, justement de la question du genre et le film qui déjà interpellait à l'époque sur ce fameux paradoxe, est-ce que c'est réactionnaire, est-ce que c'est féministe? Mais il y avait clairement des attaques du film qui pouvaient dire le film est complètement réactionnaire, et au contraire, on va dire c'est complètement féministe. Mais peut-être que le film, il est juste les deux, en fait. Et ces questionnements-là, en fait, ils résonnent vraiment aujourd'hui de façon encore plus forte, où vraiment on parle beaucoup des films sur ces notions-là, quoi. Oui, non, c'est très complexe en fait, le film, quand on le regarde. Voilà, je pense que tout le monde n'a pas la même interprétation du film. Je pense que à un moment il parle du MLF et il se moque du MLF, etc. Donc ça aussi, ça avait choqué à l'époque. Aujourd'hui, je pense que disons, les deux personnages féminins peuvent interpeller en raison de leur complexité. Et non pas en raison, et on revient à la même chose, non pas en raison de leur vie sexuelle. Je pense au personnage de Véronica. Donc voilà, on va s'interroger davantage sur la représentation de la féminité dans le film aujourd'hui. Chose que peut-être à l'époque, et encore, faudrait vraiment mener un travail de fond sur toute la presse, sur les commentaires des gens, etc. Alors que peut-être à l'époque, on s'attardait peut-être davantage sur la sexualité féminine. Oui. Voilà. Je pense que ça s'est peut-être déplacé, la réflexion. Et en tout cas, dans ton bouquin, il y a un très bon article justement qui traite de cette question-là par Geneviève Cellier. Qui est de toute façon plus une très grande spécialiste de ces, si je me trompe pas. Elle a beaucoup travaillé sur les représentations des genres féminines, les représentations du féminin et des genres, notamment dans le cinéma français et en particulier antérieur à la période de La Maman et la Putain. Oui, et notamment de certains films de la Nouvelle Vague aussi et tout. Voilà. Et en fait, cet article-là est assez passionnant parce que encore une fois, c'est aussi un article qui revient sur les paradoxes profonds qu'a le film. Et effectivement, comme je le disais un peu avant, si on s'attend à recevoir un message avec La Maman et la Putain, on va être un peu emmerdé parce qu'il y a vraiment il y a tellement de messages contraires qui sont lancés, et le film vraiment est lancé, tire sa force
de l'entrechoquement un peu de ces différents trucs qui peuvent être très contradictoires. Ouais. Vous me permettez de vous raconter quelque chose? Oui. Je vous ai parlé de cette femme avec laquelle j'avais passé plusieurs années. Notre vieil amour merdique qui est parti. Mon vieil amour merdique, vous avez raison. Elle n'est pas partie comme ça. J'aurais bien aimé qu'elle parte comme ça, en laissant un mot. Adieu, je pars. J'aurais bien aimé. Vous savez, quand je vous ai rencontré, je venais de la quitter. J'avais parlé avec elle. Et je l'avais quittée avec l'intention de tomber amoureux de la première fille que je rencontrerai. Et vous avez été cette femme. Vous voulez que je continue? Oui. Je ne crois pas au hasard. Il fallait cette rupture pour que je vous rencontre. Parce que j'aurais pu passer 5 minutes plus tôt de l'autre côté de la rue. Et vous savez, quand vous n'êtes pas venu à notre rendez-vous, eh bien, elle est passée, on a bu un verre. Je la quitte, je vous vois. Vous ne venez pas, elle vient. Ensuite, vous venez. Et pourquoi ne nous serions-nous pas rencontrés plus tôt? 1 mois, 1 an. Nous naviguions dans les mêmes quartiers. Je n'ai jamais compris les gens qui quittaient les autres. Je n'ai jamais quitté personne. C'est pourquoi on me quitte tout le temps. Je crois que le temps qui passe, la vie, font très bien ce travail d'unir ou de séparer les gens. Moi, je ne fais rien. Je laisse le temps le faire. Vous ne voulez pas que je fasse le travail de quelqu'un d'autre? Vous connaissez cette histoire de Sacha Guitry avec sa première femme? Non. Il était chez lui avec sa femme, assis dans un fauteuil au dossier très haut dans lequel il disparaissait complètement. Et tout à coup, il entend la porte s'ouvrir derrière lui et reconnaît la voix d'un acteur qui dit « Alors, chérie, tu es seule ?» Il se lève, apparaît et répond « Non, je ne suis pas seul, mais je ne savais pas que tu m'aimais assez pour m'appeler chérie. » Un peu plus tard, il divorçait. Les femmes qui sont avec des types bien les trompent toujours avec des minus. C'est sans doute une façon pour elles de s'affirmer, peut-être. Les derniers mois que j'ai passés avec Gilberte, je ne me souviens que de certains signes. Il y avait des bouteilles de whisky entassées dans le couloir. Je ne voulais pas qu'elle les jette. Il y avait du sang sur les murs parce qu'on se foutait sur la gueule. Une fois, j'ai frappé très fort. Je lui ai cassé quelque chose. Elle s'est fait réparer. Pendant 15 jours, elle avait des pansements sur le visage. La dernière fois qu'on a fait l'amour ensemble, elle ressemblait à Frankenstein. J'essayais de partir, j'allais chez Marie, mais je faisais des cauchemars. Et je revenais au milieu de la nuit. Et tout recommençait. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a appris qu'elle était enceinte. Ça m'a rendu furieux. Elle s'est mise à pleurer, je suis parti. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis quelques jours à comprendre. Et tout à coup, j'étais dans l'autobus. J'ai ressenti très profondément quelque chose. C'était un sentiment inconnu et très fort. Une véritable révélation. Je me suis senti très heureux tout d'un coup. J'ai eu envie de vivre avec elle, ce que je ne faisais pas depuis très longtemps. Envie de travailler, d'avoir cet enfant. Je me suis précipité chez elle. Elle n'était pas là. Je l'ai cherchée partout, j'ai téléphoné à toutes ses amies. Elle avait disparu. J'ai fini par savoir. Elle ne voulait plus me voir. Elle se cachait. Elle disait qu'elle ne m'aimait plus. Vous savez, quand on quitte quelqu'un qu'on a aimé, il faut dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Adieu, je pars. Mais disparaître, se cacher comme un criminel, c'est ignoble. Tout à coup, j'avais l'impression qu'on faisait de moi un personnage de mauvais film, de mélodrame habilement ajossé. Au moment où un homme s'aperçoit qu'il aime une femme, la femme qui l'a aimé jusque-là s'aperçoit, elle, qu'elle ne l'aime plus. C'est lamentable comme histoire. Je ne crois pas que la vie puisse ressembler
à ces mondes mystérieux où on ne peut plus jamais revenir quand les portes se sont fermées. J'aurais préféré qu'elle meure, qu'elle se suicide. Un peu plus tard, j'ai appris qu'elle avait avorté. Et qu'elle vivait avec le type qui l'avait avorté. Qu'il l'avait aidé, c'est pareil. Les avorteurs sont les nouveaux Robin des Bois, les nouveaux chevaliers du Moyen-Âge. Ils ne défendent plus la veuve et l'orphelin, mais délivrent les femmes de cette chose ignoble qu'elles ont dans le ventre. Le bistouri remplace l'épée. La sonde remplace le sabre. Et toujours les femmes se donnent à leur libérateur. Décidément, je n'aime pas les héros. Tu peux revenir un petit peu sur la particularité, parce que le monsieur demandait s'il y avait une version courte du film. Mais alors ceci dit, c'est vrai que la réédition, pour t'avoir entendu dans une autre émission sur Internet, moi j'étais pas au courant de ça. C'est que là, ce que vous allez voir, c'est une version longue. Il y a effectivement une scène supplémentaire qui n'était pas présente dans cette fameuse version avec laquelle on a vécu pendant très longtemps, piratant le film. Et là, il y a une version supplémentaire. Et toi, tu es plutôt assez critique sur le rajout de cette scène. Ah oui. En fait, version courte, version longue, c'est difficile parce que la scène supplémentaire ne fait même pas 1 minute. Donc, sur un film de quasiment 4 heures, ça change pas grand-chose. Mais voilà, lors de la projection à Cannes, bon, moi je n'y étais pas, mais Vincent y était, et ils ont découvert qu'il y avait une scène supplémentaire. Une scène, mais c'est une scène qui n'apporte pas grand-chose au film, qui est assez ordinaire, où vous avez les 2 personnages d'Alexandre et de Bernadette Lafont, de Marie, qui vont au cinéma. Et voilà, et ça dure... ça dure 1 minute. 40 secondes, et on voit un extrait du film, c'est un film de Marc O. Oui. C'est ça. Donc, voilà. Scène expérimentale, années 70. Et finalement, voilà. on voit plus l'extrait du film que les personnages dans la salle de cinéma. Alors apparemment les commentaires étaient étaient contradictoires, parce qu'il y a certaines personnes qui donc étaient à Cannes et qui ont participé à la création du film et qui, selon eux, disaient que cette scène faisait partie des premières projections à l'époque, et d'autres qui disaient que non. Donc voilà. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas une scène qui modifie sensiblement le film. Et voilà. Et pour à 1 minute répondre, près, il n'y a pas de version courte ni de version longue. Pour répondre à votre question, il n'y a jamais eu de version courte du film. Non, jamais. Ouais. On en a parlé un peu au début. L'idée, c'est que l'ayant droit des films d'Eustache, qui est donc le fils de Jean Eustache. Jean Eustache s'est suicidé en 81. Et le fils de Jean Eustache a très longtemps bloqué les droits des films de son père, pour des raisons qui lui sont propres, assez obscures, un petit peu dénouées. Le personnage, ça a l'air d'être un personnage assez bizarre. En tout cas, voilà, les films, on ne pouvait pas les voir, à part certains. Il me semble qu'Une sale histoire, qui est un film incroyable d'Eustache, a été édité dernièrement en DVD chez Potemkin. Mais La maman et la putain, qui est, et tout comme Mes petites amoureuses, qui connaîtra probablement une réédition, j'imagine, par les films du Losange prochainement, qui est un film superbe. C'était des films qu'on ne pouvait pas voir légalement. Donc en fait, ce que disait Arnaud, c'est que oui, on pouvait le voir sur YouTube, on pouvait le pirater sur les sites de pirates. Si vous piratez, vous savez de quoi je parle. Voilà, on pouvait les trouver relativement facilement, mais dans des copies pas bonnes, quoi, qui rendaient pas justice à la beauté plastique du film. Mais c'était pas un blocage total, parce que bon, comme on disait tout à l'heure, le film a été diffusé parfois à la télé, donc il bloquait pas totalement le film, mais disons c'était enfin voilà, c'est quelque chose qui lui a moi je le connais pas personnellement, donc je sais pas pourquoi, le pourquoi de la chose. Voilà, c'est parce qu'il est passé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire on était en 2013 je crois, à la mort de Bernadette Lafont. Il est repassé sur Arte. Ouais. Et c'est depuis, c'est les copies qu'on pouvait pirater, c'était le RIP, enfin l'enregistrement TV d'Arte, parce que c'était la meilleure version auquel on a eu accès pendant très longtemps.
même si c'était une restauration un peu hasardeuse, j'ai compris. Enfin, c'était pas une restauration, mais tu avais un lifting numérique un peu rapide sur le film. C'est pas la restauration auquel on... Et puis il y avait aussi les VHS années 90, Ouais. si elles étaient bien conservées, pouvaient être encore numérisées, Ouais. diffusées. Et c'était pas... Pourquoi il y a eu un DVD au Japon et pas ailleurs? Enfin, voilà. Pourquoi il a autorisé ce DVD japonais et pourquoi il n'a pas autorisé d'édition en Europe? Ça, là, j'ai aucun élément de réponse. Pour être précis, le film passe régulièrement à la Cinémathèque. Et pour la copie japonaise, en fait, c'était une intégrale. Et en fait, le deal avec le film de Losange, c'était Boris Eustache lâche ses droits et en échange, le film de Losange font l'installation intégrale. Donc, il y aura un coffret. Ça sera super. Sachant que voilà, le film du Losange, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une firme assez historique, c'est des distributeurs de films, et c'est une firme qui a été fondée par Romer, Barbet Schroeder et peut-être une troisième personne dont j'ai oublié, mais qui est évidemment une firme de distribution qui existe toujours, qui est très active dans la distribution arrêt-essai, mais qui a son ancrage dans la nouvelle vague dans les années 60, quoi, en fait. Quoi. Voilà. Donc c'est un peu le retour au bercail en faisant appel un peu à cette firme-là, en sachant que je crois qu'il y a plein d'histoires. Hein. Eustache, c'est aussi un personnage. Il y a aussi le mythe Eustache. On sait que son premier court-métrage, il l'a réalisé en piquant de l'argent dans les caisses des cahiers du cinéma. Jean Eustache était quelqu'un d'extraction très populaire et qui s'est retrouvé à la tête d'un film qui, au contraire, est considéré comme le parangon du cinéma intellectuel et tout ça, mais c'était un prolo total. C'était une personne. Bon, moi, évidemment, je l'ai pas connu, mais bon, on a rencontré des gens qui ont travaillé avec lui, et apparemment, c'était une personnalité très contradictoire, enfin effectivement très d'extraction, très populaire, en même temps très dandy, etc. Donc voilà, une personnalité assez complexe. Eh bien, merci à Arnaud. En tout cas, si vous souhaitez approfondir. Suite à la projection de La Maman le Putain ce soir, la découverte du film, moi je vous encourage vraiment à acheter ce livre. Hein. Cette rencontre, toute cette soirée est organisée en partenariat avec la librairie Le Fayère, là, qui nous a filé les ouvrages. On peut vous les vendre si vous avez de l'argent sur vous, si vous êtes riche et tout ça. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Ça va revenir sur pas mal de notions qu'on a un peu effleurées comme ça, et des notions de politique esthétique et de genre. Et ça j'ai l'impression que ça lève vraiment le voile sur plein de mystères qui sont ceux du film, et sans les élucider totalement, et ça c'est très bien aussi. On n'est pas dans quelque chose de trop dans l'analyse universitaire des fois qui peut être à casser un peu le truc. Là on est vraiment dans des articles essais vraiment formidables. C'était une lecture passionnante. C'est 20 €. Merci Arnaud, en tout cas. Que je vous aime. Regardez, je commence à être saoule et je bégaye. Et c'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Et je pourrais rester tout le temps avec vous. Tellement je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux enjouis de mythe, d'un air sournois en pensant: oui, ma petite, tu peux toujours causer, mais je t'aurai. Je vous en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui se fait baiser n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et faire baiser par n'importe qui, c'est pas une pute. Bien d'accord. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, c'est une pute. Il n'y a pas de pute. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pute? Il y a que des cons, il y a que des sexes. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas triste, hein? C'est super gai. Et je me fais baiser par n'importe qui, on me baise et je prends mon pied. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul? Le sexe. Tu me baises bien, hein, comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Comme les gens peuvent se leurrer, comme ils peuvent croire, il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi.
rien à foutre. Me faire recloquer, ça me ferait chier un maximum. Alors j'ai un tampon dans le cul pour le faire enlever, pour le faire baiser, il faudra en faire un maximum. Faut m'exciter un maximum, rien à foutre. Si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes que baiser c'est de la merde. Qu'il y a une seule chose très belle, c'est baiser parce qu'on s'aime tellement. On voudrait faire un enfant de tout. Être autrement c'est quelque chose de sordide. Il faut baiser quand on s'aime vraiment. Oh, je ne suis pas sûre. Je suis là, sur toute ma vie passée. L'amitié qui s'est passée, qui court. 5 ans de c'est très peu. Tu vois, Marie, je te parle parce que je t'aime beaucoup. Tant d'hommes m'ont baisé et m'ont désiré, tu sais. M'ont désiré parce que j'avais un gros cul qui peut être éventuellement désirable. J'ai de très jolis seins qui sont très désirables. Ma bouche n'est pas mal non plus. Ton yeux sont magnifiques. Ils sont pas mal non plus. On m'a souvent baisé comme ça, baisé dans le vide. On m'a souvent désiré comme ça, et baisé dans le vide. Oh, je ne dramatise pas ma vie. Je ne suis pas saoule. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je m'appelle sur mon sort merdique? Absolument pas. On me baisait comme une pute. Mais tu sais, je crois qu'un jour, un homme viendra et m'aimera. Il me fera un enfant parce qu'il m'aimera. Et l'amour n'est valable que si on a envie de faire un enfant ensemble. Si on a envie de faire un enfant ensemble, on s'aime. Un couple qui n'a pas envie de faire un enfant n'est pas un couple, c'est une merde, n'importe quoi, c'est une poussière. Ouais, super couple libre. Tu baisses d'un côté, je baisse de l'autre. On est super heureux ensemble, on se retrouve comme on est bien. Oh, ce n'est pas un reproche que je fais, au contraire. Ma tristesse n'est pas un reproche, vous savez. C'est une vieille tristesse qui traîne depuis 5 ans. On n'avait rien à foutre. Comme vous pouvez être bien ensemble. Regardez, vous allez être heureux.